Et donc là, on va venir sur le poulet, sur quelque chose où j'avais hâte. Parce que rappel, la saga Freddy, j'ai aimé. J'aime Freddy et particulièrement, j'ai aimé le Freddy 1 et Freddy 3 qui sont écrits par Wes Craven. Et Freddy 7, en vrai, c'est pas abouti Freddy 7, mais j'ai aimé ce que Wes Craven tentait d'apporter à Freddy et au cinéma horrifique, malgré ma non-connaissance de ce cinéma-là. Et donc, deux choses avec, du coup, avec Scream. Deux choses. C'est une saga ultra culte que je voulais voir et qui, avec ce que j'ai vu de Wes Craven, m'a vraiment donné, où j'avais hâte parce qu'apparemment c'était les meilleurs travaux c'est les meilleurs travaux de Wes Craven. Mais deux, j'avais un peu d'appréhension en me disant bon, est-ce que finalement j'aurais peut-être dû les voir plus tard en ayant plus de connaissances sur le cinéma horrifique. Et est-ce que ce genre de film qui est un commentaire sur le cinéma, comme souvent, sont des films hermétiques si t'as pas la connaissance, si t'as pas la culture, si t'as pas l'affect pour ça? Et bah, pour répondre à cette question, j'ai quand même regardé ça. Et peut-être que j'ai loupé des trucs, mais moi personnellement, Scream 1, et on verra avec toute la saga, mais moi Scream, désolé, mais moi, j'adore. J'ai été ultra surpris d'à quel point j'ai pris mon pied devant Scream. Je précise Scream 1. C'est vraiment un film que je trouve excellent. Mais vraiment, j'ai été surpris. J'ai vu ce film, j'étais heureux, genre j'étais bien. J'étais en mode ah, j'ai passé une bonne soirée, j'ai vu un excellent film. Et pourquoi c'est excellent? Bah déjà, on va commencer par l'évidence. Enfin, pour moi, ce qui est évident, c'est que Wes Craven, avec sa caméra, le papy là, enfin le papy, je sais pas quel âge il a, 96, peut-être 50 ans, je sais pas. Moi, quand le film culte était bien, bah oui, c'est le film culte, le film ultra populaire. Et ben en plus, et pareil, enfin vraiment, on est sur du divertissement incroyable. Moi, quand le film culte, populaire, de divertissement, est intelligent, bien écrit, et bien filmé, et bien joué. Parce que Freddy, c'était même Freddy 7, c'était mieux joué que les premiers, mais Freddy, c'était pas du grand actorat, hein. Et là, voilà, c'est par là où je voulais commencer, c'est que le film, il est trop bien filmé. Il y a Semi Scooby-Doo et je tiens à dire, alors, quand je vais parler de la saga, pour dire ce que je trouve vraiment excellent, je vais devoir spoiler. Donc vraiment là, les scrims, je vais spoiler. Sachant que les Whodunit, et c'est parmi les qualités de la saga, c'est que, en vrai de vrai, le film gère très très bien le fait que tu sais pas qui c'est le tueur. Donc je vais essayer de spoiler un minimum et de dire tout ce que je préfère avant, voire même essayer de spoiler de pas du tout. Mais je connaissais l'identité à moitié, on va dire, je connaissais le twist à moitié de ce film-là. Mais ça m'a pas empêché de profiter du film. Pourquoi? Parce que c'est super bien filmé. Ce que j'adore avec Scream, c'est qu'il va utiliser des caméras assez grand angle avec la Steadicam pour surtout la scène d'intro, vraiment la scène d'intro, une scène incroyable d'ailleurs, où tu passes. Et ça m'a beaucoup fait penser à Carpenter et à Halloween. Hein. Wes Craven connaît ses classiques, hein, mais en même temps, il a façonné les classiques du cinéma aussi. C'est que ça va te laisser beaucoup d'air, beaucoup d'espace, à droite, à gauche, en haut, en bas de la caméra. Et ça va utiliser les maisons euh, immenses des Américains pour, en fait, te laisser des ouvertures absolument partout. Partout, partout, partout. Ah ben ça se voit dans le 3 à poissons, ça, le fait qu'il y ait eu des emmerdes avec Weinstein. Le, euh, le principe, c'est que t'as Ghostface, du coup, le tueur iconique, blablabla, pareil, ça, le design de fou furieux. Et t'as Ghostface où tu sais qu'il est là, qu'il observe, mais tu sais pas où est-ce qu'il peut l'être. Et le principe, c'est que, bah, évidemment, bon, faut pas le cacher, hein, c'est des films qui sont quand même débiles parce que enfin, les stores existaient en 1996, donc d'où t'as toutes tes portes ouvertes sans store. Mais bon, bref. Et du coup, c'est le perso qui va souvent avec des longs moments, des longs plans où elle va marcher partout, etc.
avoir de l'air, avoir les fenêtres, tu regardes les fenêtres, tu regardes les portes, tu regardes à un moment quand elle ouvre une porte, ça crée une autre zone d'ombre, donc tu sais plus où t'en es et le film va beaucoup jouer avec la longueur, le fait de ne pas savoir c'est quand que le screamer arrive, c'est quand qu'arrive le tueur, qu'est-ce qui se passe et même quand tu t'y attends, t'es en mode: «Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent de là» et des fois tu t'y attends et tu en mode: «Bah oui», tu vois? Genre, c'est comme ça. Team Sydney ou Gale? Ah, j'avoue que j'aime bien le côté un peu chippy de Gale quand même, hein, franchement et du coup, ouais, Murasuro, je disais que, je m'attendais pas à autant adorer Scream 1, mais même globalement, bon, je spoil mon avis vite fait, toute la saga, je l'aime bien, même le 3 qui est détesté, le 3 je le trouve c'est le moins bon, hein, mais le 3 je l'aime bien. Le 3 c'est quand même un divertissement sympathique, hein. Mais celui-là, voilà, quel divertissement. Je vais essayer de mettre la Scream One Opening parce que vraiment c'est virtuose, hein. Et le film et même moi je dis envie de dire les 4 films sont, super cool comme ça. Je crois que j'étais en x2 donc non j'étais en x1. C'est hyper bien filmé avec en plus moi je tiens à le dire, ouais non on est d'accord Murassuro. Je tiens à dire que, moi j'ai une affection particulière pour cette direction artistique et cette photographie début 2000 fin 90 vraiment le pull en laine, les téléphones comme ça, la télé cathodique, les décors à la con, la photographie un peu grise mais quand même douce, tout ça, je j'adore. Là, pour le coup, c'est du pur nostalgia slop de comment j'apprécie ça, tu vois? Mais j'adore la photographie, des trucs comme ça, ça me fait du c'est cool, tu vois? Alors qu'il se passe des trucs horribles dans ce film. Et donc voilà, la mise en scène est excellent et surtout, c'est constant. C'est-à-dire que tu as plein de situations qui vont, être ultra inventives. Tu as notamment toute une scène avec une caméra, vers la fin du film, une caméra qui est cachée, sauf qu'elle a du décalage. Et donc c'est des personnages et là on reviendra après sur le côté méta, qui regardent le film en mode: «Non, derrière toi!» et qui vont regarder pour de vrai et sauf que quand ils sortent quand ils voient le tueur en train de tuer quelqu'un avec la caméra cachée, ils sortent et: «Wesh, mais attends, mais c'est vrai qu'il y a du décalage de 30 secondes» et là pareil, dans le cadre, tu le tueur, mais le tueur est déjà plus là. Et donc il a une longueur d'avance tout le temps et ça amplifie le côté badant de ce Ghostface qui, bon, faut quand même l'avouer en termes de scénario, il faut le dire, hein, Ghostface se téléporte, hein, il se téléporte, c'est débile, hein, on est d'accord. Mais le film utilise ça à son avantage et donc voilà, je l'ai dit d'un point de vue mise en scène, je trouve ça virtuose et conséquent sur les 4 films de la série. J'ai pas vu les reboots, mais en vrai, peut-être que je les regarderai. Les Freddy, je m'en bats les couilles des reboots, remakes, mais peut-être que ceux avec Jenna Ortega et tout ça, je les regarderai, je sais pas. Donc voilà, d'un point de vue mise en scène, voilà, des situations ultra variées, hyper fun et ultra divertissantes. Et un truc aussi où je m'y attendais pas, enfin, j'en avais entendu parler de ça, mais je pensais pas que c'était aussi présent et c'est surtout dans le 1, c'est que le film est drôle. Mais vraiment, le film est drôle. Je ne m'y attendais pas. Oui, Legacy Equal, oui, Legacy Equal, c'est ça le terme de merde là. C'est que le film va constamment, alors que le début est badant, hein, le début du film est vraiment badant, hein, et avec une violence qui est assez hard et avec une ironie dramatique assez sadique, assez vénère et ça m'a un peu fait penser à Dangerous Animals, sur ce point-là. Mais quand, après arrive la scène d'intro, c'est drôle parce que c'est que des ados débiles, attardés, matrixés par le cinéma d'horreur et du coup le film c'est un whodunit et du coup tu devines très bien que le whodunit c'est parmi ce groupe d'ados bizarres et comme c'est des ados attardés, il y en a, ils font des trucs de cons et tu as des moments d'action absurdes et débiles et c'est-à-dire que quand le tueur va poursuivre les persos et ça c'est dans les 4 films, et ben, en fait, c'est un humain normal et c'est là où je trouve la frontière et un peu le génie de l'écriture. C'est que Ghostface est une figure fantomatique, qui est partout présent, qui a une longueur d'avance tout le temps et qui est, premier degré menaçant et vraiment dangereux, mais c'est un humain malgré tout et quand il se prend des coups, quand il se prend des portes, quand il se pète la gueule dans l'escalier, quand il manque un coup et qu'il se prend un pot de fleurs et qu'il tombe par terre, bah, c'est drôle et en fait et la balance est là en mode, il est badant, donc le voir tomber comme un con
et pas savoir où il doit aller vite fait et hésiter entre prendre telle porte ou se prendre un coup dans la gueule ou dans les couilles, c'est drôle, parce qu'il était menaçant, mais le voir être humain, en fait, et gaffé, le rend encore plus hardcore. Pourquoi? Parce que, bah, le mec fait de et le mec est horrible, ultra sadique, ultra pervers et fait de la saloperie pendant tout le film et le film jongle constamment sur ça, de manière très, très forte. J'ai trouvé ça vraiment génial sur cet aspect-là et heu voilà en ce qui concerne la mise en scène et le côté humoristique du film et maintenant on va venir sur le gras de tout ça, c'est évidemment l'aspect méta. Déjà, je tiens à dire aussi que le projet du film, je l'aime bien parce que c'est une version aussi réussie de Freddy 7 où, c'est-à-dire que, Freddy 7, il est un peu embarrassé du poids de la saga et du coup, tu es un peu sur un truc de bizarre de: «OK, tu fais un Freddy, mais ton Freddy, il est un peu chiant et machin» et voilà quoi, il y a un peu un commentaire sur Freddy lui-même et du coup là, Wes Craven, sachant que le scénario n'est pas de Wes Craven, hein. C'est un scénario qui a été écrit par, l'un mec qui va, qui maintenant, producteur de la série et des Legacy Sequel, c'est Sean, comment il s'appelle? Voilà. Attends, c'est lui? Non, 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 non. Ah si, c'est Kevin Williamson? Il me semblait que c'était un autre gars. Attendez. Attendez, mais je m'étais renseigné avant, c'était ouais, sinon j'ai confondu les noms, pardon. C'est Kevin Williamson et Wes Craven a été rechopé après et il a, manipulé le scénario et du coup, c'est un peu leur bébé à deux, mais c'est pas c'est pas purement de Wes Craven. Mais tu sens quand même qu'il y a des passerelles entre Freddy 7 et Scream, notamment le coup du téléphone, et tout ça. Et donc voilà, le côté méta de la chose, ce que j'ai kiffé dans Freddy 7 et ce qui est trop bien dans Scream, c'est la, le fait de mettre en avant l'artificialité de l'horreur, le fait qu'on connaisse les codes, le fait qu'on sache ce qu'est le cinéma d'horreur, que les personnages savent ce qu'est le cinéma d'horreur et que le tueur aussi et va l'utiliser à son avantage, les clichés, les codes, en fait, c'est la fictionnalité de la chose qui rend son apparition dans le réel, du coup dans le réel de la diégèse du film, hein, vous avez compris, badant et flippant. Et mettre ça dans une intrigue qui, en vrai, c'est pas un pur film de les Scream ne sont pas des purs films d'horreur, c'est sur moi, j'ai surtout l'impression que c'est on est plus proche du giallo, c'est-à-dire de films policiers, et de thrillers et d'enquêtes avec, du coup, le la sauce du whodunit. Qui c'est qui l'a fait? C'est Cluedo, quoi. Qui c'est qui a buté, tous ces gens et pourquoi? Et donc mettre ça dans un environnement où c'est des persos qui connaissent le cinéma d'horreur et qui parlent de ces clichés, qui parlent de ces choses-là, avec un récit qui est quand même assez choral, c'est-à-dire que Sydney est, on le devine, la protagoniste, la final girl et tout ça, mais le film va beaucoup être avec Dewey. Tu disais Morasuro, Team Gale ou Team Sydney, moi Team Dewey, j'aime bien Dewey. Et donc t'as plein t'as un récit quasiment choral en vrai de vrai sur bah, tous ces personnages et tu sais pas qui a fait quoi, qui est qui, et le film va beaucoup, 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 beaucoup te semer le doute tout le temps sur qui c'est le tueur, lui il a une tête de psychopathe et ce genre de choses. Et c'est là où je vais commencer à arriver dans la partie spoiler de Scream 1, c'est que comme le film te parle constamment des codes de films d'horreur, et ben le film, et ça c'est génial, il va te dire les twists avant même que ça arrive. Il va te raconter les choses et le film joue parce que du coup, comme tu sais que le film est un commentaire sur le cinéma d'horreur, ben tu sais plus quoi croire. Et du coup, quand le film, et c'est là où je vais spoiler, le film te dit littéralement que ce gars-là, avec cette tête de psychopathe, c'est lui le tueur. Ah, mais en fait, non, c'est pas lui le tueur. Mais en fait, c'était vraiment lui le tueur. Et ben en fait, tu complètement perdu. T'es complètement stun par toutes les informations qu'on te donne et tout le jeu mental que tu te fais sur, ok, donc les personnages qui connaissent les règles, mais t'as aussi Wes Craven qui m'écrit ça, qui me raconte ça, et ça fait un film qui fourmille, qui est ultra divertissant et fun, avec en plus des scènes, ah oui, ces scènes un peu dégueulasses, avec des scènes qui sont hyper fun, avec des situations trop trop drôles, et c'est hyper bien rythmé, je m'ennuie pas une seule seconde. Il y a aucun film où je m'ennuie fort, c'est vraiment trop trop fort. À la base, Scream était considéré comme une parodie. Bah, plus un pastiche, tu vois? Et pareil, la fin avec le dernier, et pareil, la fin où ça embrasse totalement l'absurdité,
Heu, on est même sur du slapstick comédie absurde où tu as le méchant qui s'est pris deux trois coups de qui s'est pris deux balles et qui et qui revient parce qu'il faut qu'il fasse un final un jump scare final et les persos avant quand le mec est à terre, il te dit alors qu'il y a aucune raison qu'il fasse semblant d'être mort et il peut pas faire semblant d'être mort et le perso se dit: «Attention, il va te faire, une peur finale» et qu'est-ce qui se passe? Il y a un jump scare final et après il se prend une grosse balle dans la tête. C'est trop drôle, c'est trop, trop drôle et le film joue beaucoup avec le rythme. Heu, tu no où c'est toujours des allers-retours où tu as un perso, tu crois qu'il est mort et en fait il est pas mort et du coup il revient en mode: «Ah dé j'étais pas mort» et après il se prend un gros coup de poing en entrée de champ du tueur qui revient et du coup, tu es toujours sur une absurdité totale où moi je me tape des immenses barres mais avec une vraie intelligence et un film vraiment fun et je comprends qu'à l'époque, on pète un câble devant ce film parce que c'est incroyable, c'est excellent. D'ailleurs, pareil dans le côté pastiche parodie, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de faux screamers. Après le film fait pas peur. Moi, je vous l'ai dit, je suis très sensible aux jumpscares et à l'horreur et en fait là, le film, je crois il y a pas 5 ou 10 minutes avec un personnage qui rentre dans le champ de manière menaçante avec une musique un peu omniprésente. Alors, selon votre avis, moi ça dépend les films. Le premier ça va parce qu'il est totalement dans le délire, mais le fait d'avoir beaucoup de faux screamers, des screamers qui font pas peur, hein, c'était juste en mode: «Ah oui, bah, tu as la musique qui s'emballe, quoi». Le fait de mettre beaucoup une emphase sur la musique, les faux jumpscares, une musique qui va toujours te mettre des petits sursauts tout le temps, moi ça me fait marrer, tu vois? Mais je peux comprendre et ça peut quand même être un peu envahissant. La musique, qui est d'ailleurs une très belle partition d'ailleurs, je trouve, bah, elle est quand même un peu envahissante malgré tout. Mais ça marche bien quand même. Ça me rappelle un peu le propos dans The House That Jack Built comme tu l'as décrit à mais je n'ai pas vu The House That Jack Built. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu la maison qu'a construite Jack. Donc on est voilà sur un film que je trouve ouais, en vrai c'est ça que tu as dit petit c'est un moi quand le film culte est bien, c'est ça, s'il est à la hauteur et moi franchement je m'attendais pas à autant aimer ça et j'ai pas et voilà et j'ai pas eu tant peur que ça donc vraiment Scream 1 pour moi c'est un immense coup de cœur. J'ai adoré ça et du coup ni une ni 2, enfin pas dans la même journée, mais je du coup j'ai regardé toute la saga et on va, enchaîner avec Scream 2 et du coup, bon, à chaque fois que si je dois mettre le petit pitch de Scream, c'est Sidney qui a survécu, tu Sidney, Gale et Dewey qui ont survécu et tu un autre gars, une autre personne, qui va reprendre, le Ghostface et qui va, retuer des gens en rapport avec Sidney et elle peut jamais, être tranquille la pauvre. Et donc voilà, c'est ça le Scream 2. Scream 2 qui se passe dans une université et cetera et là, le concept c'est que et là on revient pareil sur Freddy, Freddy version réussie, c'est qu'ils ont ad c'est que, ce qui s'est passé dans le dernier film est adapté au cinéma dans Stab. Du coup le film, le Scream de la diégèse, c'est Stab et le film se commence sur la projection au cinéma de ce film-là qui existe et donc d'autres personnages qui, va parler de ce film-là, vont parler de: «Ah machin, mais en fait c'est un commentaire sur ça et machin» et donc là on est sur du méta, du méta, du méta. Voilà, vous voyez là le moment dans la production de cinéma où le Ghostface est connu et est devenu une icône et là on arrive sur un commentaire de la qui était déjà dans le 1 mais qui est vraiment prégnant sur, le reste de la saga Scream, dans le 2, le 3 et le 4. C'est toute la perversité et toute la déshumanisation de cette violence. C'est-à-dire que tu as plein d'ados attardés qui vont, il y a ça dans le 1 où ils vont s'amuser avec le Ghostface Killer, avec être dans les costumes et cetera, se réjouir alors que c'est adapté d'un vrai fait horrible, tu vois? C'est comme si tu avais un film sur le Bataclan et on est là en mode: «Ouah, brrr, brrr», tu vois? À tirer en l'air, et à s'amuser d'un film sur le Bataclan. Donc on est, sur la perversité des images, du sensationnalisme dans les médias, qui est très présent et qui va, arriver avec 2001 et toute cette, violence-là mise en image avec les terrorismes, avec les vidéos de Daesh et ce genre de trucs, c'est un film qui est pile dans son époque, venant de quelqu'un qui a commencé sa carrière avec La Dernière Maison sur la Gauche, qui était un film ultra provocateur, qui montrait des horreurs pour une envers la bonne morale, bourgeoise
Et là, c'est le pouvoir des images, incarné par Gale qui veut faire du sensationnalisme et être connu, incarné par les fans de cinéma et les fans de Stab qui se réjouissent des meurtres commis à l'écran alors que ça se passe à peine un an après les meurtres. Le prochain spectacle de Fabrice Eboué. Euh, et t'as tout ce commentaire-là qui est vraiment sympa. Mais bon, en vrai, Scream 2, au-delà de ça, et ça va être plus être prégnant dans le 3 et le 4 et sur toute la saga, ce que je dis, en vrai, Scream 2, on est plus sur une suite marrante, de pur divertissement, qui commence à avoir cet aspect méta, juste comme un code qu'il a instauré dans le premier film. Et là, on est plus sur, voilà, comme je l'ai dit, du pur divertissement que je trouve, moi, super cool quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé. Toujours aussi bien filmé, des situations, je trouve, beaucoup plus riches et plus ludiques que dans le premier. T'as tout un truc dans une voiture, c'est génial. Dans un studio de son avec plein avec des vitres où t'entends pas de derrière et les persos, bah, tu vois le perso qui regarde un peu partout dans le studio et derrière t'as la vitre et t'as le tueur dans la vitre d'un gars qui regarde l'autre en pensant qu'il voit quelqu'un et en fait c'est lui qui est... Le tueur est vraiment derrière l'autre, donc il y a ce jeu de miroir qui marche vraiment bien. Tout un truc aussi sur la tragédie, parce que il prépare un spectacle de théâtre et le climax du film se déroule avec l'artificialité de la tragédie, avec un perso, et ça par contre ça c'est dans tous les scrims, les tueurs, t'as tout un moment où ils expliquent bien toutes leurs raisons de pourquoi ils ont fait ça, etc. de manière bien lente. C'est en même temps drôle et jouissif, et en même temps les raisons sont quand même débiles un peu, mais c'est un peu le raisonnement aussi, je vais le dire après quand je parlais de Scream 4, sur les méchants et ce qu'ils représentent à chaque fois. Enfin, les tueurs et ce qu'ils représentent. Mais voilà, Scream 2, on est sur un excellent divertissement qui amorce le rapport aux images que tu as avec la violence et la déshumanisation de cette violence, incarnée notamment par Scream 4, que Scream 4 d'ailleurs, je le dis, je le préfère au 2, je pense. Mais le 2, j'ai déjà beaucoup aimé. Et là, voilà, on va amorcer Scream 3 qui est vraiment. Alors, dans les sites de notation que je vois, etc., il n'y a que Scream 1 qui est bien noté. Hein. Le 2, 3 et 4 sont mal notés, et le 3 étant le moins bien noté et le moins aimé. Mais vraiment, genre en mode, c'est un film de merde. Et j'ai des potes aussi fans de films d'horreur qui m'ont dit que Scream c'est cool, c'est très bien, mais le 3 ça pue la merde, c'est une torture. Et du coup, j'avais de l'appréhension. J'étais en mode. Ah. Et en fait, Scream 3. Eh ben j'ai aimé. Enfin, oui, c'est le plus faible de la saga. Oui, il est beaucoup plus. Ah tiens, d'ailleurs, aussi pour Scream 2 aussi, un film beaucoup plus débile, où là, il y avait déjà cet aspect téléportation de Ghostface dans le 1, mais avec le twist final, tu comprends en fait comment ça se déroulait. Là, dans le 2 il se téléporte clairement. Il y a des moments, ça n'a aucun sens qu'il aille aussi vite. Hein. Mais bon, ça, c'est un code de Scream, ça revient au côté un peu pastiche parodie. Et là, dans Scream 3, par contre, là, on est sur un film qui du coup se passe dans les studios hollywoodiens où ils vont faire Stab 3, adapter des écrits de Gail, qui est une des survivantes de Scream, la reporter qui est à la base une reporter sensationnaliste et qui devient une sorte de meuf qui fait son beurre sur les true crime. Pareil, je trouve le film en avance. Je pense que c'était le cas à l'époque de production du film, mais pareil, la montée des true crime, la montée du fait avec les réseaux sociaux et ce genre de trucs, qu'on est matrixé par ça, et le fait que tu as tout un sous-genre sur Netflix avec les documentaires sur les tueurs en série, les crameurs et ce genre de trucs. Non, les Dahmer, pas les crameurs, les Jeffrey Dahmer et ce genre de choses. La série parle complètement de ça. En 80, non, c'est 2000, je crois que Scream 3 c'est 2000. Donc on est sur un discours qui est totalement raccord avec l'époque 2025. Et donc voilà, il y a le studio hollywoodien va adapter Stab 3 venant des écrits sensationnalistes d'une meuf qui ne pensait qu'à percer à travers ces meurtres-là, malgré sa survie et le fait qu'elle ait subi des trucs vraiment violents et hardcore dans les précédents films. Mais voilà, le souci de Scream 3 quand même, c'est que là, on est vraiment sur de l'exploitation de franchise qui a vraiment plus grand chose à dire. Il y a des séquences fortes. Le moment où ça refait une course-poursuite dans une maison reproduite dans un film de studio mercantile et présenté comme mercantile et nul artistiquement,
refaire une poursuite Ghostface dans la maison de, Sydney, qui lui remémore ses souvenirs, qui lui rappelle ses traumas, alors que le tueur joue avec ses traumas justement parce qu'il a vu Stab 1 et lu le livret, ce genre de truc. Donc il y a un côté vraiment cool. Mais voilà, c'est, quand même 1h50 de film, où les personnages, même à l'échelle de Scream, hein, vraiment, hein, même à l'échelle de ce qu'a, produit, les 2 premiers films, sont vraiment trop débiles. Là, il y a des actions, elles sont trop débiles, elles sont trop bêtes, mais après ça fait des scènes quand même sympas derrière, donc vas-y, c'est marrant. Je tiens à dire que c'est quand même un chouette divertissement. Je trouve la mise en scène toujours au niveau. Là, c'est vraiment l'écriture où, ouais, on est sur la pure exploitation de franchise qui a plus grand chose à dire et les aspects méta, les commentaires sur, ce la connaissance des codes du cinéma d'horreur, là, elle est là purement parce que c'est, faut faire Scream 3 et c'est là pour là, tu vois? Et d'ailleurs, ça revient au fait que je me suis pas trop renseigné sur la production de Scream 3. Mais tu disais, Poisson, que, Wes Craven, les Weinstein, parce que c'est des films Miramax, c'est une saga Miramax et Miramax, possédé par les Weinstein, je crois. Enfin, en tout cas, les Weinstein étaient beaucoup chez Miramax. Le film va avoir un sous-texte, enfin un sous-texte, une sous-intrigue avec le passé de la mère de Sydney. D'ailleurs, truc nul dans Scream 3, c'est que ça va inventer des nouveaux persos liés à Sydney, etc. Et rajouter des éléments de lore juste pour faire un twist de merde à la fin de Scream 3. Donc ça c'est ridicule, hein, évidemment. Mais il y a quand même un sous-texte sur le studio hollywoodien qui va vampiriser, des meufs et faire des fêtes où où c'est du viol collectif, quoi. Ça va te parler du viol collectif, des actrices et de l'auteur et de la perversité et ça c'est avec le twist final, mais je vais pas le spoiler, tu vois? Mais la perversité très crasse des gens qui, sont à Hollywood pour les pires raisons et le tueur incarne cette raison, cette raison horrible. Et je tiens à dire que quand même Scream 3, OK, c'est de la pure exploitation, ça reste quand même divertissant, mais il y a quand même des vrais trucs à analyser, surtout dans son rapport à la saga. Mine de rien, c'est pas un film qui est vide, totalement. Parce qu'il y a notamment une phrase dans Scream 3. Alors je sais pas si c'est une autre citation ou si ça vient vraiment de Scream 3, d'un dialogue inventé, mais tu Gail, du coup Gail qui est la personnage de la journaliste sensationnaliste qui a fait un bouquin qui a vendu et cetera, qui dit: «La pop culture, c'est la philosophie du 21e siècle» et c'est un film qui date des années 2000 du coup qui est produit fin du millénaire et voilà, en fait, on est en plein dedans sur, cette réflexion-là, sur la perversité des images, que Wes Craven a bien compris et je le répète, Wes Craven a participé à, créer, cet univers-là et est une des personnes avec John Carpenter, les plus importantes pour le cinéma horrifique de genre, mais j'ai envie de dire pour le cinéma globalement, quoi. Sachant que d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais, Wes Craven, au début de sa carrière, a beaucoup collaboré avec un autre gars qui est le réalisateur de Vendredi 13. Donc c'est-à-dire que même le réalisateur de Vendredi 13 est un collaborateur très proche de Wes Craven. Donc c'est vraiment c'est ces gens-là qui ont inventé l'horreur et la représentation de la violence qui a fait plein d'émules derrière. Et donc voir Wes Craven qui va s'emparer de ça, mais dans Scream 3, en vrai, en parlant de Scream 3, je crois qu'il s'améliore dans mon esprit, même si ça reste un film vraiment débile avec un twist ridicule, exploitation de licence qui est un peu trop long, il y a quand même des choses à analyser là-dedans sur son rapport, aux images et son rapport à la violence qu'on déshumanise. Après voilà, ça reste quand même bien rythmé malgré tout je trouve, hein, le film est quand même plus débile, mais vas-y tu t'amuses. La séquence de fin pareil, ça joue avec l'artificialité et le fait que, Ghostface se téléporte parce que le manoir de fin, c'est un manoir avec plein de passages secrets, où tu sais pas où tu es et le mec se téléporte littéralement avec une maison de producteur où il y a des recoins cachés. Donc, on peut faire le parallèle où, tu peux imaginer qu'il y a eu des viols commis là-dedans, et cetera avec ces soirées dégueulasses, quoi. Et pareil, là, le film dans Scream 3 met beaucoup en avant parce qu'en fait, le tueur a un outil de modification de voix qui peut se faire passer pour quelqu'un d'autre et le film et ça pareil, ça c'est en parlant où je commence à connecter les points. Il va attirer des victimes, souvent des femmes parce que Scream, c'est des films qui sont très féminins, mais aussi, tu vois? Le tueur, attirer des femmes en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour parler des rôles en cours. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as quelqu'un qui se fait passer pour le réalisateur du film, enfin le tueur se fait passer pour le réalisateur du film avec sa voix, et va attirer une meuf dans les studios, pour la buter derrière.
de manière sadique et perverse. Il va attirer pour le climax de fin plein de gens en mode: «Ah, on va faire une soirée, de réalisateurs, pour parler du film, pour mettre en relation et cetera. Go venir». Ils y vont et c'est là où ils vont mourir. Il y a quand même un film qui insulte vraiment les Weinstein et qui insulte Hollywood et voilà quoi. Après on pourrait dire que c'est un peu facile, mais dans ce cas, il fallait dénoncer et cetera parce que, on le sait maintenant que plein de gens se sont tus, avec l'affaire Weinstein, ça se savait dans les coulisses. Alors après, chacun fera son avis, quoi. Ça a la même énergie prémonitoire que le citation vers la fin de Mahjong d'Edward Young, j'ai pas vu Mahjong, où un blanc à Taipei dit: «Vous pensiez que le 19e siècle était l'âge d'or de l'impérialisme, attendez de voir le 21e siècle». Le 20e siècle, tu veux dire, Poisson. Mais voilà, en gros, ouais, Scream 3, en vrai, là, en parlant, je trouve, en fait, il y a plus à creuser que ça, quoi. Parce que je m'étais fait des films, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ah oui, si, il y a un truc par contre, très bizarre aussi, qui est un peu mal géré. C'est que quand le film, il manipule le comique en quasi parodie, il y a un moment où ça fait 3-4 jumpscares d'un coup avec un personnage avec un flingue qui crie à chaque fois et qui pointe sur quelqu'un d'autre. On est clairement sur du slapstick, on dirait du Scary Movie. Le film est drôle quand il est full cartoon, full débile, mais par contre quand il est premier degré, en fait, il y a pas la balance fine qui marchait très bien dans Scream 1 et Scream 2. Là, c'est, tout ou rien, quoi. Donc, il y a un peu un côté un peu bizarre. C'est trop cartoon débile quand c'est rigolo et ça veut trop être premier degré horrible avec des twists ridicules quand ça veut être sérieux et un peu larmoyant. Donc, on est sur une balance un peu bizarre, je trouve, en termes purement de technique d'écriture, je trouve le film il est très faible là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, voilà. Alors là, je vais un peu spoiler les éléments qui mettent en comparaison d'ailleurs, dites-moi, ceux qui regardent le live aussi, si vous trouvez que je suis trop long, que je suis pas assez clair, et cetera sur ce que je dis. J'essaye de mieux en parler, possible. Donc n'hésitez pas à me reprendre ou ce genre de choses évidemment ou me dites si, je traîne trop sur chaque film. Ce qu'il y a en commun entre tous les tueurs d'escrime, c'est que ce sont tous des gens matrixés justement par ces images vénères, par ces images gore, par ces images violentes et par la volonté de les reproduire et de vivre encore plus. Quand on parle du quand attention transition, hein. Quand on parle du porno et de l'addiction au porno, on dit la dangerosité de ça, c'est pas tant de se branler souvent, c'est que tu vas chercher des trucs toujours plus hardcore, hardcore, hardcore et que ça va finir par te bousiller le cerveau. Et là, on est sur une même logique, avec les tueurs de Scream, où c'est des gens qui, sont traumatisés, sont en déséquilibre psychologique et c'est dans le 2, je crois qu'ils disent ça, que, ce ne sont pas les films qui rendent les tueurs violents, ça les rend plus créatifs. Et ça, et d'ailleurs, petite anecdote, du coup, Kevin Williamson, le scénariste de Scream 1, a basé tout Scream sur cette phrase-là qu'il avait, du coup, c'est Scream 1, la phrase, qu'il avait écrite. Il trouvait que c'était une très bonne phrase et il a fait un scénario tout autour de cette idée-là. Parce que oui, il y a aussi tout ce côté panique morale, où ça va, bah, vous savez, avec les jeux vidéo ou avec, le cinéma et ce genre de trucs, le cinéma extrême ou le cinéma un peu, comme il y a eu avec le film Mignonne qui parlait même pas de ça d'ailleurs, ou les crises de panique morale sur l'imagerie, que ça soit selon l'époque, homosexuelle, en ce moment, c'est les LGBT, les woke et cetera avec les États-Unis, que ça soit trop violente, en 2001, même Oliver Stone a fait un film patriote, ou trop anti-américain et cetera. Bref, une panique morale venant de qu'est-ce on ne pourrait pas montrer? Et ah bah, petit jeu, je savais pas qu'il y avait ça, tu vois? Hem et le film, le point commun entre tous ces tueurs, c'est que ce sont des gens en déséquilibre mental, en perte totale de repères, et fous, tu vois? Qui, vont être bercés par cette imagerie violente, mais parce que la société et parce que le système est hypocrite. On dit: «Ah, les imageries sont violentes», mais le système raffole de ça, parce que ça fait des chiffres, parce que ça ramène du jaune, ça fait de l'audimat et ça fait travailler le système capitaliste. Et qu'est-ce qui fait travailler le système capitaliste? C'est la choc vie la valeur choc. C'est les trucs hardcore. Et même, par exemple, à Cannes ou pour le cinéma ou pour Terrifier et cetera, moi je suis content que Wes Craven
ait un statut culte avec ses provocations, outrancières. Je suis content quand un auteur réussit à choquer et à faire parler son film et à réussir. Et donc je suis du côté des auteurs et des artisans de cinéma. Reste que, malgré tout, tu profites de ce système capitaliste et de moralité horrible en te faisant censurer, en te faisant machin. Ça veut pas dire que je dis que c'est des hypocrites, pas du tout. C'est juste que dans ce système-là, on est tous, tout le monde, tous, même quand tu es anticapitaliste, et cetera, on est tous dans ce système. C'est pour ça que l'argument du tu es gauchiste, mais tu es bourgeois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est oui, s'il ne fallait pas vivre dans le système capitaliste pour être de gauche, on a perdu. Il ne faut pas rentrer dans cet argument, ça ne sert à rien. Tu vois, ça ne sert à rien. Et donc le film va un peu travailler voilà, ces gens-là perdus dans ce flot d'images, et ça les rend fous. Ils étaient déjà fous de base, et traumatisés parce qu'ils ont souvent un passé traumatique, et ils deviennent fous et ont des ambitions ridicules. Dans Scream 2, t'as un perso. Oh, putain, faudrait que je dise ça. En gros, t'as un perso qui a été accusé à tort et il veut de la fame. Maintenant, il veut devenir connu. Et un de ses enjeux de personnage dans Scream 2, c'est de faire un marché avec la protagoniste pour être sur le devant de la scène, mais de manière psychotique. Et le film, d'ailleurs, tiens, pareil, le film avec, comme je disais, où ça mettait des screamers avec plein de persos menaçants tout le temps, la majorité des persos sont des victimes, mais ils sont aussi menaçants parce que le film te les met en scène pour le côté whodunit, etc. Mais aussi parce que leurs ambitions en termes de parcours de personnages sont psychotiques. Des Innocents du 2 sont juste trop matrixés par le gore et par la violence, et ils se mettent à jouir de cette violence omniprésente autour d'eux au cinéma et dans la vraie vie, et au moment où ça leur arrive à eux, et ben là ils paniquent et ils se font et c'est horrible. Bah oui, mais en même temps, tu l'as voulu cette violence-là. Donc il y a un peu ce côté sadique, ironie dramatique. Euh, et voilà, et donc les présenter comme menaçants en mode, ils ont un grain dans la tête, ils pourraient tuer quelqu'un, alors qu'ils sont innocents, mais parce qu'ils sont matrixés par ce système médiatique, par ces images, par ces choses-là. Et ça en fait une saga que je trouve passionnante, mais vraiment passionnante. Alors que je l'ai vu il y a une semaine, tu vois. C'est des films que je reverrai à coup sûr. Et franchement, même si à Skip, c'est des mauvais films, franchement, je crois que je vais me chauffer et je vais me mater les Legacy Sequel, hein. Pas maintenant, tu vois, mais autant pour Freddy et tout, je m'en bats les couilles, autant pour Scream, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça peut être. Sachant que ça pourrait être intéressant de voir le mauvais penchant de ces trucs-là. Parce que pareil, le problème aussi, et ça, bah, je vais basculer avec Scream, je vais mettre le trailer de Scream 4 parce qu'après j'ai basculé. Scream 4 qui se passe 10 ans après et qui est sorti 10 ans après Scream 3. Va parler de ça. Du coup, là, tout ce que j'ai dit de mon analyse sur la saga Scream et ses rapports avec le réel, j'ai vraiment eu le déclic en regardant Scream 4 ce matin, et ça fait un tout ultra cohérent. Surtout ce côté perversité de l'image et raccord aujourd'hui. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire en amorçant avec Scream 4. Ah non. Ah non, 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 non. Euh... Ah merde, je suis désolé. Ah merde. Ah oui, si, c'est que la contradiction avec ces films-là, c'est que tu vas. En fait, Wes Craven et le scénariste Kevin Williamson, ils vont manipuler du coup cette frontière fine entre ok, on critique ça, et c'est là où je disais que ça dépend de votre vision de la chose. Mais quand tu commences à manipuler ces notions-là à travers la fiction en disant ah ça c'est pervers, ah ça c'est badant, etc., mais que t'en fais quand même des divertissements ultra efficaces ou que c'est fun de regarder ça, en fait t'es dans un engrenage dans lequel tu pourras jamais t'extirper en fait. Et donc si jamais vous avez pas vu Scream ou que vous avez vu il y a longtemps, etc., et que vous voulez les revoir, ou que vous aimez pas les Scream, il y a cet aspect-là en mode ah bah tu critiques mais tu fais pareil. Oui, mais pour moi, c'est inhérent à la réflexion cinématographique et esthétique, et pas que cinéma d'ailleurs, esthétique sur la violence. Tu peux pas faire ça. Genre moi, je pourrais par exemple critiquer cet aspect-là de la société, du spectacle et machin et tout ça, et je fais ça sur Twitch, où j'ai quand même envie d'être vu et je mets ma tête en avant, etc., tu vois? Mais pourtant, ce que je dis n'est pas moins sincère. Ce que je dis n'est pas moins. Oh putain, la vieille pub. Il fallait pas laisser la pub, la pub M&M's, là, dégage.
Donc voilà, donc il y a cet aspect-là quand même qui est présent et en fait, ça peut être un défaut. Moi, je décide de m'en battre les couilles parce qu'en fait, quand tu manipules ça, tu as perdu d'avance si on va sur ce terrain-là. Donc voilà avec Scream 4. Et donc Scream 4, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je le préfère aux 2 même, mais je l'ai vu tout récemment, donc à voir. Scream 4, ça se passe 10 ans après les événements du 3. D'ailleurs, le 3, enfin, Scream 3 qui était censé clore la saga. Ce qui est génial avec Scream 3, c'est que ça se termine sur une porte qui s'ouvre et un perso qui accepte la porte, genre littéralement, c'est-à-dire qu'à la fin, elle est chez elle, etc. Sydney, il y a une porte qui s'ouvre de manière surréaliste, bizarre. Du coup, tu dis, oh, code du cinéma d'horreur. Elle regarde la porte, elle sourit et elle va aller dans le salon regarder un film avec ses potes parce qu'elle sait qu'elle est en sécurité. Et voilà, alors que tout le film, l'intérêt, c'est de fermer les portes et de rien de laisser d'ouvert parce que le tueur peut surgir. Donc ça, je trouve que c'est une très belle image pour finir Scream 3. Et voilà, sauf que là, haha, eh ben, c'était censé clore la saga, sauf que bah non, on va rouvrir la porte 10 ans après, autant dans la diégèse que bah, le vrai film qui est sorti 10 ans après. Et c'est Sidney qui a écrit un livre qui s'est remis de ses traumatismes et qui va re-être en face d'un tueur qui va recommettre les mêmes crimes et ce genre de choses. Et d'ailleurs, la saga Stab, du coup, qui est les films dans la diégèse de Scream, ils sont au 7e. Et le film commence avec. Le début du film est génial. Et moi, m'a beaucoup fait penser à Freddy avec les débuts de Griffes de la Nuit, hein, le Griffes de la Nuit 1 de Wes Craven, où tu vas commencer avec plusieurs intros de Stab. Du coup, tu dis, ok, c'est le début mandatoire où c'est quelqu'un qui est au téléphone, il y a un meurtre au téléphone. Ah ben non, en fait, c'était Stab 6. Et du coup, là, tu dis, ok, le vrai film s'amorce, etc. Et là, en fait, ah ben non, c'était Stab 7. Et donc, c'est interminable. Et ça, c'est très marrant. Et le film, déjà, commence par dire, est-ce que ça revient à ce que je dis juste avant? Oui, mon film est débile. Oui, je suis au courant que c'est interminable. Et d'ailleurs, dans les faux stabs, les stabs eux-mêmes font un commentaire en mode, mais faire des commentaires sur ça, c'est déjà ridicule, c'est déjà ringard, c'est bon, c'est trop facile. Et tu vas. Et voilà, le film le sait, oui, bon, j'ai quand même envie de raconter un truc, je le fais, mais voilà, le côté un peu parodique, divertissant, parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est aussi du divertissement, que le but c'est de s'amuser et que le film veut être fun aussi, hein, c'est juste que c'est les deux. Cameron avec Avatar, il te raconte plein de choses, mais il veut aussi t'en mettre plein les yeux et juste t'amuser. Donc c'est pareil avec Scream. Et voilà, donc Wes Craven te dit, oui, bon, c'est marrant, et en plus, bon voilà, je peux raconter mon film maintenant. Et voilà. Est-ce que le Cité de la Peur n'était pas le premier Scream au final? Ah bah. Cité de la Peur, c'était avant ou pendant Scream? Je sais plus quand est-ce que c'est sorti ça. Non, c'était aux années début 90, non? C'était 92? Je sais plus. Et donc voilà, Scream 4, fait par. Ah, du coup, d'un point de vue purement divertissement, moi je trouve ça hyper cool, hyper prenant, toujours aussi bien filmé, avec des scènes de mort. Et le film en parle d'ailleurs qu'il faut que ça soit plus hardcore que les remakes. Parce que le film se vend comme un remake, alors que c'est pas un remake, c'est juste une suite. Se vend comme un truc qui doit être plus hardcore, plus. Ah oui, 94, donc c'est avant Scream. Plus vénère. Et là, force est de constater que le tueur est beaucoup plus sadique. Les persos qui meurent, ils meurent de manière beaucoup plus crade et beaucoup plus violente. Donc c'est assez badant là-dessus. Il y a des moments très drôles dedans, mais le film, il est plus premier degré, plus sérieux que les précédents. Et il y a toujours des persos qui sont cool à suivre, hein. Dewey, Gale et Sidney, toujours. Toujours le trio iconique. Donc ça, c'est toujours un film qui est fun à regarder. Et là, j'en ai noté des trucs sur ce film, où j'ai eu tout le déclic sur ce que je pense de Scream et que je trouve que c'est passionnant. C'est que, ouais, voilà, en fait, je voulais pas l'amorcer avec Scream 3, mais c'est ce que je l'ai dit, c'est comment, en fait, on déshumanise et on déréalise la violence. Les personnages du film, les tueurs, nous-mêmes, on déréalise cette violence, on la vit plus. Enfin, je veux dire, avec le génocide palestinien, enfin, en tout cas, moi, je sais que pour moi, j'ai décidé de soutenir Israël. Non, quand il y avait les images du génocide qui étaient plus hardcore les unes les autres, moi, j'ai décidé je ne regarde plus ces images, je ne veux plus les voir. Je me renseigne sur ce qui se passe d'ailleurs, ça continue. D'ailleurs, Israël bombarde le Liban et tout. Enfin bref, ça reste. Quel pays de. Bref.
Et et voilà, mais moi j'ai décidé voilà de me clore tout ça. Mais même pendant pendant avant qu'ils tuent tous les journalistes et qu'on ait moins d'images, au bout d'un moment, c'est pas qu'on se lassait, mais c'est qu'on était habitué à ces images-là. Mais comme chaque événement de guerre et de génocide. Je veux dire, pendant l'Irak, pendant l'Iran, c'est Baudrillard qui disait ça, qui parlait de la guerre qui n'existe plus. En fait, la guerre, elle est tellement présente tout le temps, en hors-champ, dans les médias, et elle est tellement déréalisée, genre en mode oui, c'est un conflit, oui, bon, c'est la guerre, quoi, et qu'on est juste abreuvé d'images fictives et réelles, mais en étant dans de la mise en scène déjà bizarre, que la guerre n'existe plus vraiment, en fait, alors qu'elle existe. C'est juste elle est incarnée de manière tellement vaporeuse que dans nos sociétés occidentales où tout va bien, non, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui meurent de faim, une famine, c'est pas possible, des bâtiments, c'est pas possible, des gens qui meurent, c'est pas possible. Et c'est là où surgit le choc des attentats, le choc de 2001, le choc de 2015, le choc de Charlie Hebdo. Et en fait, on est constamment dans cette chose-là. Et Scream 4 le fait avec son tueur, qui moi je trouve est un des meilleurs tueurs de la série en termes de discours, sur, et sur le côté méta de le tueur va du coup refaire de la tuerie. Et il y a un aspect sur, ils vont littéralement filmer les tueurs vont littéralement filmer les meurtres pour remake Scream 1, pour remake Stab 1. Et là, on est sur un film qui va. Et ça, je savais pas parce que j'étais pas du tout renseigné, mais c'est déjà un film qui te dit, mais les remakes, j'en peux plus les remakes. Et le film va mettre plein de nouveaux personnages qui pourraient remplacer le cast vieillissant. Bon, là, je spoil complètement Scream 4, hein, parce que pour moi, c'est important pour le discours. Il va te mettre plein de persos, euh, soit liés par la famille, soit très charismatiques, et qui ont beaucoup de temps d'écran, pour au final, tous te les buter, que ce soit le cast original qui survive, et qui bute la dernière personne qui était censée remplacer Sydney, qui en fait s'avère être la tueuse du film. Et donc, et à la fin, tu as même la scène qui te dit la note d'intention du film, c'est l'original est toujours meilleur, et elle met une balle dans la tête à celle qui était censée la remplacer. Et c'est un film qui va orchestrer son propre remake, et le buter et le détruire aussi, tout en fermant la porte à Scream, ce qui est arrivé du vivant de Wes Craven. Enfin, je crois que Wes Craven est mort un an ou quelques années après Scream 4. Et donc on est sur vraiment ouais, sur un geste que je trouve très, très fort, en plus de toujours être en forme, techniquement, quoi. Même si même si en vrai de vrai, la photographie du film alors il faudrait que attendez, il faudrait que je vous chope un truc. Attendez. Hop, est-ce que je peux hop, attendez, je vais juste essayer de vous choper un extrait du film. Tac, capture de fenêtre. Est-ce que vous voyez? Ah voilà, ah voilà. Est-ce que vous voyez là? Non. Pourquoi vous voyez pas? Ah, c'est bizarre ça. Bah attendez, hop, si je fais. Pardon, hein. Source vidéo VLC, bon là on va faire ça, hop. Lorsqu'elle est visible, ok. Tac. Tac. Ajouter les fichiers. Tac. Excusez-moi, je veux juste vous choper. C'est juste que c'est chiant sur OBS quand tu fais un truc sur le tard. Hop, hop, hop. Tac. Est-ce que vous voyez là? Oh merde, ça met tout le film. Bon bah j'ai lu. En gros, il y a une photographie qui est vraiment un peu baveuse, un peu bizarre avec des lumières un peu à la con. De toute façon, je crois qu'on peut le voir là. Euh, ouais, voilà ce genre de plan où ça bave, ça brille, en mode bon, la photo là, un peu trop 2011, un peu trop 2012 quoi. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est à la hauteur. Il a pas perdu sa superbe avec, en termes de mise en scène. Il y a des scènes trop cool d'action et très bien rythmé, mieux rythmé que le 3 quand même. Voilà. Franchement, je vérifie si j'ai pas d'autres trucs que je voulais dire, mais j'ai écrit un. Ouais, le fait d'en faire une saga de divertissement ultra efficace est autant quelque chose qu'on peut voir comme une erreur que quelque chose qui soit raccord avec ce qu'il tente de raconter de cette perversité en fait. Ah ouais, c'est Minority Report la photo. Oui, il y a un peu ce côté-là, tu vois. Et d'ailleurs, ouais, pareil, il y a un truc intéressant, c'est que en parlant de remake version originale et qu'il faut sortir les doigts du cul, c'est que pareil, t'as Gale, qui est du coup
à la fin du 1, fait une combine pour essayer de stopper le tueur et essayer de monitorer ce qui se passe, qui à la base c'est fait pour les mauvaises raisons, juste pour filmer un meurtre et pour l'empêcher pour gagner de la thune et pour être célèbre. Et en fait, dans le 4, elle a perdu de sa superbe, ça fait 10 ans que ça a passé, autant que le Scream 4 quoi, et elle veut recréer ça, et du coup, elle est dans une situation où il y a un tueur qui veut refaire Scream 1 et elle veut refaire la même combine pour avoir le même impact sur sa carrière. Donc il y a un truc où elle rétropédale, ce personnage rétropédale, et en plus, et voilà quoi, c'est un film qui va, et c'est une des notions parmi toutes celles qui font que c'est un film qui est vraiment bien écrit et vraiment, vraiment, vraiment intéressant et que moi je trouve vraiment super. Pareil, il y a un parallèle constant avec le perso de Sydney qui essaye de se reconstruire, au début de Scream 4 et même au début de chaque Scream, hein. Au début de Scream 3, elle fait de l'aide, pour les meufs victimes de violences, tu vois? Et dans Scream 4, avec le film, avec son personnage, le film, en rempilant pour Scream 4, va encore la foutre dans la merde, va encore la faire souffrir, tu vois? Et là, on est sur un peu sur un côté, Undertale en machin, en mode tu aimes voir ces personnages souffrir, oh là là, si tu les tues, tu les tues dans la vraie vie, tu fais la run génocide juste pour voir ce qui se passe, et il y a un peu ce côté-là dans Scream 4 en mode, elle veut se reconstruire et encore avec la volonté de Wes Craven, des studios et cetera, et parce que nous aussi on veut la voir, on va la revoir souffrir, on va encore voir ce personnage, ne pas réussir à se reconstruire, et voilà, toujours sur, le méta du méta du méta, en raccord avec les multiples débuts de Stab qui font écho à ça. Franchement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Scream, je pense. J'espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé ça intéressant et que j'étais pas trop long. Moi, c'est une saga que, j'adore. Vraiment, alors elle est toute fraîche dans ma tête, hein. Elle est toute fraîche dans ma tête, mais je sais que je la trouve super belle. Je la trouve c'est vraiment une excellente saga de, d'horreur, mais aussi surtout de films policiers en vrai de vrai, hein. C'est hyper fort, hyper bien filmé, constant dans sa qualité aussi. Je suis très, très content de l'avoir vu et bah, je vous encourage à faire de même ou de les revoir si c'est pas déjà fait